Bonjour, alors cette fois-ci je vais vous faire une étude de cas sur Walt Disney et son personal branding. Vous allez voir à quel point en fait Walt Disney n'est que l'expression de la marque personnelle de Walt Disney, donc de sa personne même. Donc, il faut savoir qu'en fait, Walt Disney, ce qui l'anime au plus profond de lui-même, c'est le fait d'être reconnu, de devenir quelqu'un. Il aime d'ailleurs être au centre de l'attention, c'est quelque chose qui lui plaît. Et pour les personnes donc qui peuvent culpabiliser de se dire mince, ce qui me motive, c'est eh bien quelque part d'être reconnu et donc quelque part d'attirer le regard des autres et d'être considéré. Eh bien, sachez que c'est tout à fait OK, puisque je pense que sans cet élément-là, Walt Disney ne serait certainement pas devenu ce que l'on connaît de lui aujourd'hui. Donc ne vous jugez pas et au contraire accueillez-le parce que chez Walt Disney ce n'était pas du tout une source de débat intérieur de est-ce que c'est bien ou c'est mal. C'est juste qu'il avait pris conscience de ça et que c'était important pour lui et que du coup il a tout mis en œuvre, il s'est vraiment donné les moyens d'atteindre cet objectif. Ensuite, un deuxième élément de motivation pour lui, c'était de pouvoir faire tout le contraire de ce que son père avait pu réaliser au cours de sa vie. Je ne sais plus ce que faisait son père comme métier, mais bon, lui, ce qu'il souhaitait faire, c'était de pouvoir travailler dans un domaine qui lui plaisait et dans lequel il était doué, à savoir le dessin. Et il s'est énormément formé grâce aux livres. Il faut savoir qu'il a pu développer un certain talent humoristique, je dirais. Et donc, en combinant la majeure partie de ses talents, en fait, il a cru en lui et donc il s'est lancé en tant que salarié, tout d'abord, auprès de grosses boîtes qui embauchaient donc des dessinateurs pour eh bien, vivre de sa passion. Il faut savoir que son père, clairement, n'y croyait pas. Hein, vraiment, faut se remettre dans le contexte. À l'époque, quand il était jeune, je ne sais plus quel âge il avait, peut-être entre 18 et 20 ans. Je veux dire, se dire qu'on va faire un métier qui nous plaît, qui nous passionne, c'était pas trop dans l'air du temps, contrairement à aujourd'hui, où on trouve presque ça normal. Donc c'était vraiment courageux de sa part, mais il croyait en lui. Il y avait une certaine confiance en lui, je pense, qui fait que ça lui a permis d'avoir cette comme une barre de fer, vous voyez, à l'intérieur de lui, qui le déterminait et qui faisait que justement il y avait une énergie inébranlable qui faisait que, eh bien, il allait droit devant et pour atteindre ses objectifs tout simplement. Ensuite, il faut savoir que c'était vraiment un visionnaire hors du commun, vraiment extraordinaire. Tout d'abord, eh bien, il détourne en fait, les dessins animés. À l'origine, les dessins animés avaient pour public les adultes. Donc faut le savoir, c'était pas du tout destiné aux enfants. C'était, plutôt d'ailleurs des dessins animés, satiriques, voire parfois, un petit peu, coquins, mais rien de méchant bien sûr. Mais franchement, à aucun moment c'était adressé à une cible, d'enfants. Donc lui déjà, il innove énormément puisque, il crée finalement, un marché à travers, le dessin animé, orienté, heu, par rapport aux enfants. Mais il n'y a pas que ça. Il a vraiment, le sens de l'innovation et donc il fait part d'innovations techniques, profondes. Alors ce n'est pas lui qui est à l'initiative, des innovations, hein, ce n'est pas lui l'ingénieur ou l'inventeur. Par contre, il repère, les entreprises qui innovent dans le domaine, du cinéma et il s'allie, tout de suite, avec elles. Il finance, il met de l'argent sur la table pour, investir et dans l'achat de matériel très poussé, très recherché. À telle enseigne qu'il ajoute du son au dessin animé, ce qui n'était pas vraiment le cas à son époque et lui, c'est quelque chose qu'il inscrit vraiment dans le dessin animé et puis par la suite, il y met également de la couleur. Donc ça, c'est bien plus tard. Mais c'est vraiment, par rapport à la couleur, il a fait un partenariat, en exclusivité avec justement la société qui avait fait la découverte, on va dire
Et d'ailleurs, ça a fait un petit peu grincer des dents, le monde, du cinéma, des productions parce que, il avait réussi à signer un contrat, je crois, sur 5 ans, qui a été ramené finalement à, 1 ou 2 ans parce que, justement, c'était pas tenable pour les concurrents de ne pas pouvoir bénéficier de cette technologie qui était tellement, magnifique en termes de couleurs par rapport aux autres, technologies qui permettaient également de mettre de la couleur, mais c'était pas aussi beau, aussi, fin en termes de qualité et de rendu. Mais, il a aussi l'idée de mélanger le réel, au virtuel. Qu'est-ce que j'entends par là? Ben, en fait, il, crée, Le Monde Merveilleux d'Alice, qui est un dessin animé où, en fait, on a une vraie petite fille qui s'appelle Alice, qui était donc une actrice, on va dire, une comédienne, qui jouait, en fait, au sein même des dessins animés de Walt Disney. Donc on voit vraiment cette source de créativité, débordante, cette intuition très forte également et le fait qu'à chaque fois, il fait la prise de risque. En fait, il suit non seulement son intuition, mais il s'engage lui-même à 200. Pour la petite anecdote, il n'hésite pas, à vendre sa voiture, à vendre tous ses biens. En gros, vous savez, comme au poker, on met tout tapis. Bah, en fait, il fait vraiment ça pour son business parce qu'il croit en son intuition, il la suit et jackpot en fait, parce que c'est ce qui lui a permis, clairement de monter les échelons dans le terme de succès et d'exploits aussi, hein, dans son milieu. Ensuite, il a un autre talent, c'est celui, d'être capable de fédérer les personnes autour de lui. Il faut savoir qu'en fait, avant, enfin, il était salarié et puis, il a pressenti que, c'était à Los Angeles qu'il fallait être parce que les stars d'Hollywood étaient là-bas. Il y avait Charlie Chaplin d'ailleurs à ce moment-là et donc il plaque tout, il vend tout une fois de plus. Je pense que ça lui est arrivé plusieurs fois dans sa vie avant d'être riche, hein, je parle bien sûr et donc il quitte tout pour aller, à Los Angeles et donc il va à Hollywood et il se promène au sein des différents studios. Il croise notamment Charlie Chaplin, entre autres, bien entendu. Il essaye de se faire une place, de se faire repérer. Il n'y a rien qui se passe et puis finalement, il se fait repérer par une productrice qui croit en lui. C'était l'une des rares femmes à avoir ce statut, hein, dans le milieu et donc qui croit en lui et donc il, il arrive en fait, il retourne dans son ancienne ville et il arrive à convaincre l'ensemble de ses collègues qui travaillaient donc pour son ancien employeur, à les débaucher pour, les inviter à travailler avec lui sur le projet, qui a été, validé et financé par cette productrice. Ils le suivent et faut savoir qu'il n'a vraiment pas peur de s'entourer des meilleurs. Il a bien sûr un talent, indéniable, Walt Disney, mais comment dirais-je? Le dessin n'est pas forcément son talent le plus brillant et on le voit bien, hein, ce côté visionnaire, cette prise de risque, enfin voilà, il a de multiples talents, mais le dessin, bien sûr, il le possède, mais c'est pas là-dedans qu'il excelle, plus que tout, en fait. Donc il n'a pas peur du tout d'engager des, personnes qui le dépassent, dans ce domaine-là. Il a vraiment ce sens du recrutement, en fait et il sait que, c'est plutôt des talents qu'il faut recruter pardon, plutôt que des «personnes» entre guillemets, à soudoyer, j'ai envie de dire, hein, c'était pas l'esprit et donc voilà par rapport à ce que je voulais vous dire. Donc il fédère vraiment facilement. Il a ce charisme qui fait qu'on le suit. Puis il sait vraiment comment, valoriser aussi son projet. Mais je crois qu'en fait, il doit être tellement passionné, enflammé par, ce qui l'anime au plus profond de lui que, les gens le sentent et donc, bah, veulent faire partie de cette aventure. Et puis eux-mêmes devaient être dotés de cette intuition, hein, de se dire que c'était quelqu'un qu'il fallait suivre parce qu'il allait, certainement percer et se faire un nom dans le milieu. Par rapport à son nom, on parle de personal branding. Walt Disney. Il faut savoir qu'au début, donc il a longtemps travaillé, bien sûr pour, en tant que salarié, mais quand il a créé son entreprise, comme je viens de vous le dire, il a, créé sa société avec son frère.
Son frère qui vraiment, enfin, c'est magnifique en termes de duo parce que son frère était extrêmement complémentaire à lui. Lui, c'est le créatif, le visionnaire, celui qui prend des risques, il y va, enfin, l'entrepreneur dans l'âme vraiment, presque pur, j'ai envie de dire. Et alors son frère, c'était tout l'opposé. Vraiment, c'était, la prudence même, on freine des cas de fer. D'ailleurs, ça a failli être une source de frein, pour Walt Disney hem, parce qu'en fait, son frère, clairement, avait beau, être sympathique, j'ai envie de dire, et vouloir croire en son frère, il n'avait pas du tout, cette certitude de la réussite des projets de Walt Disney. Et souvent, il a tout fait pour convaincre son frère de ne pas y aller, de ne pas prendre autant de risques, mais Walt Disney a toujours dépassé ça et s'est affirmé, en fait, et en y allant. Donc finalement, bah, le maillon faible, entre guillemets, c'était son frère et il a fini toujours par céder pour le suivre. Et donc, à l'origine, leur entreprise s'appelait Brothers Disney. Et finalement, assez vite dans le temps, ils ont changé le nom de leur société parce qu'ils ont bien compris que ce qu'ils vendaient, ce n'était pas que des dessins animés, mais c'était la vision de Walt Disney qu'ils vendaient. Son frère a bien compris que celui qui prenait la lumière et qui la rayonnait en même temps, hein, qui la diffusait, c'était clairement son frère et que les gens le suivaient pour son frère, les gens achetaient pour son frère, les gens investissaient parce qu'il y avait son frère et sans se renier soi-même. C'était juste du bon sens, en fait, de s'effacer et donc de mettre en avant clairement la marque personnelle de Walt Disney. Il faut savoir que tout n'a pas été un long fleuve tranquille pour Walt Disney. Donc, il a été financé par cette productrice, puis d'autres producteurs lui proposent des projets, ça se passe plutôt bien. Il crée le lapin chanceux. Le lapin chanceux est un gros succès parce que, comme je vous disais, il a vraiment ce sens de l'humour, il arrive à créer des personnages assez attachants et donc ça rencontre vraiment un grand succès. Par contre, je ne sais pas si c'est le succès qui lui monte à la tête, mais malheureusement, il devient un petit peu insupportable, mais vraiment, par rapport à ses collaborateurs. Il manque de reconnaissance, il est plus, il y a plus ce côté, tous au même niveau. Il y a vraiment un fossé qui se creuse entre lui et ses collaborateurs au point de manquer de reconnaissance à leur égard et d'être dans sa bulle, en fait, aussi, hein, vraiment. Bien, ça lui a porté préjudice parce que le producteur, qui le finançait, lui a clairement, bah, il lui a fait ce que lui-même avait fait, en fait, à son ancien employeur, c'est-à-dire qu'il lui a volé non seulement ses collaborateurs, donc il s'est retrouvé avec plus que 2 salariés qui lui sont restés fidèles. Bien sûr, envers qui il a été, largement reconnaissant, hein, par la suite. Mais toutes les autres personnes, tous les autres enfin voilà, se sont fait débaucher par le producteur et donc c'était plus possible pour lui de continuer, à continuer enfin voilà, à fournir le travail demandé puisque, s'il avait une équipe, c'est que, le boulot demandait cette équipe, bien sûr. Mais non seulement il s'est fait voler ses collaborateurs, mais il s'est fait également voler le lapin chanceux. Mais en toute légalité, hein, c'était tout à fait légal. Simplement, bah, Walt Disney s'est fait avoir, on va dire et Walt Disney n'a clairement pas apprécié ce geste-là. Du coup, il a claqué la porte au nez du producteur et le producteur est tombé bouche bée. En fait, il s'y attendait vraiment pas. Il a clairement sous-estimé, Walt Disney. Il faut savoir qu'en réalité, quand vous regardez son histoire, mais tout le monde a sous-estimé Walt Disney, que ce soit son frère, ses parents, les collaborateurs, ce producteur et encore bien d'autres. À chaque fois, on l'a sous-estimé et donc parce que bien sûr, il fallait beaucoup d'audace. Donc finalement, il a créé sa propre société de production, donc en changeant les statuts de sa société et il s'est auto, produit finalement. C'est comme ça que Walt Disney a aussi eu cette dimension-là et il faut savoir que, il a également, voulu contre-attaquer et c'est grâce à ça, en fait, que Mickey Mouse est né. Donc vous voyez, faut enfin je vous parle de ça, bon, déjà il y a l'anecdote, il y a
c'est toujours plaisant hein, de découvrir ces histoires, mais il y a une forme de morale derrière aussi. Et il faut vraiment se dire que dans les épreuves qu'on rencontre, dont on peut être totalement responsable, hein. Là, en l'occurrence, Walt Disney était responsable hein, du fait de pouvoir se faire voler. Il ne s'est pas protégé avec un contrat différent, etc. Mais ça peut vraiment être, la source d'occasion, d'un avenir meilleur, en fait et clairement, je pense que, sans ce coup-là, Mickey Mouse n'aurait jamais vu le jour et puis tout le reste, qu'on connaît maintenant. Donc voilà pour la petite, histoire sur l'origine, de Mickey Mouse. Mickey Mouse, c'est, le symbole, en fait, comment dirais-je? C'est le frondeur américain, c'est le combattant. Peut-être qu'on le voit pas tellement comme ça aujourd'hui, qu'on se dit: «Oh, il est gentil, enfantin», mais non, en fait, Mickey, il a vraiment ce côté, héroïque. Il a ce côté même rebelle, impertinent, heu, vraiment quelque chose un peu frondeur aussi et en fait, tous ces éléments-là que je suis en train de vous dire, ça correspond totalement à la personnalité de Walt Disney. Donc en fait, en créant Mickey Mouse, c'est son personnage à lui qu'il a créé et donc il l'a fait vivre, des années durant. Aujourd'hui, il vit encore, donc c'est magnifique et donc voilà, c'est encore une fois le lien entre, sa marque personnelle et ce qu'il produit, en tant qu'entrepreneur. Enfin voilà, une autre façon de faire un lien entre qui on est et ce que l'on fait dans son entreprise. Il rencontre un énorme succès, mais vraiment, c'est fou, c'est du jamais vu et ça va tellement loin qu'en fait, il développe ce qu'on appelle le merchandising, donc en fait, c'est tous les objets, la tasse, le t-shirt, la casquette, la trousse, avec, Mickey dessus. Donc ça se vend comme des petits pains. Il y a les fameux magazines et les clubs également, les clubs Mickey pour enfants qui se développent partout en Amérique. Les enfants s'arrachent. Enfin, non seulement tous les enfants veulent faire partie d'un club, les parents emmènent leurs enfants au cinéma pour voir Mickey, chose qui ne se faisait absolument pas avant. Il a vraiment révolutionné le mode de vie des Américains. C'est considérable. Et en fait, il gagnait beaucoup plus d'argent à travers le merchandising, pardon, je vais y arriver, qu'avec la vente des places de cinéma. C'était beaucoup plus rentable pour lui et donc c'est comme ça aussi qu'ils ont déployé cette, dimension marketing, de façon très, très poussée pour, eh bien, tirer leur épingle du jeu. Parce que à chaque fois, Walt Disney était très ric-rac et vous allez voir après, pourquoi, enfin, plus en détail ce que j'appelle, ric-rac. En fait, le rêve de Walt Disney, rappelez-vous, je vous ai dit que c'était quelqu'un qui voulait être reconnu. Son rêve, c'était de recevoir un Oscar, qu'en fait, son art soit reconnu au même titre que le cinéma, heu et qu'on mette le dessin animé au même titre qu'un film, en fait. Et franchement, il a eu énormément de mal à y arriver. Mais vraiment, personne ne voulait le reconnaître. Parce qu'à partir du moment où on est dans du dessin animé et qu'en plus de ça, ça s'adressait à des enfants, les adultes de ce bas monde n'apportaient pas vraiment de crédit en fait à tout ça, même si ça remportait un grand succès. Et ça, c'était vraiment une souffrance pour Walt Disney. Donc, ça l'a motivé, il voulait cet Oscar, ça l'a motivé à créer Blanche-Neige. Blanche-Neige, mais c'était un projet faramineux. En fait, au début, quand il négociait avec les banques, avec son frère, qui est très doué pour ça, hein, vraiment le profil du comptable, très bon gestionnaire, hein. Quand il négocie ça avec les banques, il fallait réaliser le projet en 2 ans. Au bout de 2 ans, ils n'avaient rien. Mais rien. Enfin, il n'y avait rien de présentable. Le film n'était même pas commencé au tiers, quoi. Vraiment, c'était pas du tout présentable en l'état. Eh bien, ils ont mis 4 ans à réaliser le film, donc 2 ans de plus, ce qui est considérable. La réalisation de Blanche-Neige a poussé, Walt Disney à élargir les locaux, à investir, donc c'est des frais, à embaucher massivement des, salariés.
des frais importants là aussi. Faut savoir le studio, hein, Disney, c'est carrément une mini-ville, hein, tellement, il y a énormément de monde dedans. Donc au lieu d'être sur un projet, un prévisionnel de 2 ans, on a doublé. Vous vous rendez compte de la somme que ça pouvait représenter, par rapport aux banques? OK. Mais il était très perfectionniste et en fait, pour la petite histoire, il a fait venir des danseurs. Vous savez la scène avec les 7 nains qui dansent avec Blanche-Neige? Elle est magnifique cette scène et en fait, la puissance de Blanche-Neige, c'est que c'est très réaliste. Mais vraiment, tous les détails sont réalistes et comment il est arrivé à faire ça? En faisant venir des danseurs professionnels qu'il a fait esquisser par des dessinateurs dans les moindres mouvements. Il a fait venir une biche, un cerf qu'on voit à un moment donné dans Blanche-Neige. Les animaux, vous vous rappelez? Les oiseaux, les lapins. Il les fait tous venir dans le studio et des dessinateurs les reproduisent de façon ultra fidèle et ajoutent la couleur, etc. Donc, c'est un investissement colossal. Franchement, son frère a eu très peur, les banques aussi, et ils étaient quasiment sur le point de tout abandonner. Finalement, il arrive à tenir le énième délai, je dirais, qui était officiel. Et donc, toutes les plus grandes stars d'Hollywood sont invitées à l'avant-première de Blanche-Neige au cinéma. Et le pari, en fait, que voulait relever Walt Disney à travers Blanche-Neige, c'était de pouvoir traduire de l'émotion à travers un dessin animé. Qu'on ne soit pas juste dans un ton léger, en fait, à travers du dessin animé. Il voulait réussir à faire pleurer les gens. Et il a réussi. À telle enseigne que les gens ont applaudi massivement à la fin de la séance. C'était extraordinaire. Bon, malheureusement, il n'a pas eu l'Oscar qu'il désirait tant. En fait, il l'a eu bien plus tard, beaucoup plus tard. Je ne sais plus pour quel film, enfin quel dessin animé, mais voilà, c'était en tout cas sur la bonne voie. Quelle était la mission de Walt Disney? Finalement, je vous ai parlé de ce qu'il animait, mais en fait, quelle était la mission, le rôle qu'il tenait lorsqu'il était parmi nous? C'était vraiment quelqu'un qui disait qu'il voulait mettre de la couleur dans la vie des gens. Il faut savoir qu'à ce moment de l'histoire des États-Unis, on est en pleine dépression économique. Donc, c'est loin d'être la joie. Et bah, justement, Mickey Mouse, les enfants qui rêvent à travers les dessins animés, les adultes aussi. Et tout le divertissement que représente le dessin animé, et je parle bien que du dessin animé à ce moment-là, eh bien, faisait du bien. Et il était très heureux, en fait, de faire ça. Et quelque part, je dirais que sa mission consistait à vraiment faire vivre l'enfant intérieur qui est en chacun de nous. Vraiment, parce que lui, il était tellement... En fait, la particularité de Walt Disney, l'une de ses particularités, c'est vraiment cette relation forte à l'enfance. Quelque part, Walt Disney, ça a toujours été un enfant, en fait. Un enfant qui savait s'émerveiller, qui savait rêver, qui savait le traduire, en fait. Et, et- et donc, qui savait le transmettre également. Nous faire rêver et nous faire rentrer dans ses rêves, en fait. Et c'est ça, la magie. Et clairement, c'est un grand enfant, en fait, Walt Disney. Vraiment, et pour la petite histoire, Walt Disney voulait 10 enfants avec sa femme. Bon, sa femme a dit non, parce que elle voyait très peu son mari, elle voulait pas se retrouver à les élever seule, c'était pas du tout elle, son rêve à elle. Donc, je sais plus combien ils en ont eu finalement, peut-être 2 ou 3, quelque chose comme ça. Mais, pour lui, les enfants, c'était une passion, en fait. Il aimait beaucoup, s'investir auprès de ses enfants, même si par moment il y a eu un moment, en fait, au début, sa première entreprise où il était tout le temps absent et sa femme en souffrait. Et puis, il a fait une sorte de burn-out et finalement, donc, il s'est changé la vie. Il s'est pris des vacances pour la première fois de sa vie, je dirais. Et il a rééquilibré son mode de vie en accordant de la place à sa femme et à ses enfants. Et puis, ça le ressourçait en fait, parce qu'il adorait jouer avec ses enfants. Vraiment, il avait ce truc-là qui était très très fort. Voilà. Je vais revenir un petit peu sur sa gestion des ressources humaines qui était un peu paradoxale parce que vous savez comment il a fait pour recruter les personnes massivement d'ailleurs, hein, non seulement
il savait débaucher, mais quand il s'est mis à grossir, fallait attirer les talents, clairement. Eh bien, regardez, il disait: «Avec moi, votre talent sera respecté et bien payé». Il avait vraiment, je vous parle, hein, beaucoup des mots, là, enfin, le sens des mots, hein, clairement, c'est une très belle, une très belle annonce. Ça donne envie, en fait, de se dire: «Voilà, on sera reconnu», en fait. Ce qu'il lui-même cherchait, en fait. Il voulait être reconnu et donc il voulait faire en sorte que ses salariés étaient reconnus. Il faut savoir que, en fait, il était avant-gardiste aussi par rapport à ça, parce qu'il avait le sens du bien-être de ses salariés au sein de son entreprise. Il voulait que ses salariés vivent dans son entreprise. Donc comme je vous disais, c'était tellement immense que c'était une mini-ville, à lui seul à elle seule, pardon. Mais donc les gens pouvaient, bien entendu se restaurer sur place, mais il avait, installé des éléments vraiment, de nouvelles technologies. Il avait créé même une salle de sport. Enfin, il faut se dire quand même pour l'époque, c'était très osé, je dirais. Une salle de sport et il avait fait venir comme entraîneur pour les salariés, hein, tous les salariés et il avait fait venir pour les entraîneurs un ancien champion de, jeux olympiques. Donc vraiment, il faisait pas semblant, il était sincère dans sa démarche. Il disait même que, en fait, les employés avaient droit à l'erreur et donc ils n'avaient pas cette peur de se faire virer à la moindre erreur, en fait et ça aussi, ça joue sur, la qualité de vie et le bien-être, au travail. Après, je vous dis, là, ça paraît très beau et idyllique, mais en vrai, tout n'était pas parfait non plus. Heu, il y avait certaines personnes, bah, qu'il avait, dans le collimateur, il n'était pas tendre. C'était quelqu'un de très, distant et très dur. Et faut savoir aussi qu'il exerçait une grosse différence entre les hommes et les femmes. Donc clairement, déjà, les femmes n'avaient pas accès aux postes, de dessinateurs reconnus, enfin un peu plus, intéressants, je dirais. Elles étaient vraiment que, dans de la copie ou, mettre de la couleur, enfin de l'exécution pure et puis en termes de salaire, pareil, ils payaient moins les femmes que les hommes. Bon, bah, ça, je crois que c'est encore d'actualité, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est juste pour vous dire, tout n'était pas parfait ni tout rose, mais il y avait quand même de bonnes choses parce que tout le monde ne faisait pas ça à son époque. Maintenant, on va parler, du parc d'attractions de Disneyland, de Walt Disney, du parc, mondialement connu. En fait, c'est venu un peu par hasard. Au début, je pense qu'il n'avait pas, clairement cette idée en tête. I En fait, il s'est mis, sur son temps libre à construire un train, électrique pour son jardin. Un train qui faisait, c'était pas un train miniature en tout cas, mais c'était un train à taille humaine où en fait, ses enfants pouvaient rentrer dedans. Vous voyez? Type, taille manège en fait, voilà. Et lui-même pouvait monter dessus, mais par-dessus, à califourchon. Et donc il se met à construire avec un ami qui est mécanicien ce train miniature, en mode western. Donc il met des rails et cetera et puis quand il est fini, il a le plaisir de pouvoir, mettre ses enfants dedans, de jouer aussi avec, enfin, il s'éclate quoi, clairement. Et là, il se dit: «Mais ce serait génial d'avoir un lieu immense où on a plein d'attractions de ce type-là». C'est le rêve, en fait. C'était son rêve de gosse qui réalisait, très clairement. Et en fait, c'était là aussi un gros pari parce que, à l'époque, les parcs d'attractions existaient déjà. C'est pas lui qui a inventé ce concept, ça existait déjà avec les fêtes foraines. Mais c'était plutôt sans exagérer, hein, mais il y avait un côté un peu malfamé à fréquenter ces lieux. Il y avait beaucoup de saltimbanques. Disons que les gens de la haute société, voilà, il n'était pas de bon ton de fréquenter ce type de milieu parce que, bah, voilà, les femmes étaient quasiment dénudées, c'était très décomplexé. Donc par rapport, surtout en plus à l'Amérique très puritaine, c'était pas, ce qu'il y avait de mieux. Mais lui, justement, il s'est dit: «Moi, mon parc, il sera différent, il sera familial, il sera sécurisant et innocent, en fait. On sera vraiment dans l'enfance et le jeu, la joie». Enfin, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans la même énergie. Et pour cela, il a besoin de trouver des financements, des investisseurs, comme toujours. Et donc, il propose, il y a des télévisions, en fait, 2 chaînes de télé qui le convoitent pour être animateur et donc il marchande, en fait et je dirais même qu'il fait presque du chantage en disant:
Je suis OK pour, animer votre émission, régulièrement. Je sais plus si c'était tous les soirs ou 1 fois par semaine, mais bon, c'était, assez régulier. En contrepartie, vous me financez». Bon, ça a grincé des dents, hein, clairement, mais voilà, il les a tenus parce que pourquoi? La marque personnelle de Walt Disney était tellement forte que, l'audimat, l'audience allait, cartonner avec lui, en fait. Et effectivement, ça n'a pas loupé. Les gens, les enfants notamment, regardaient à chaque fois les émissions de Walt Disney. En plus, il avait vraiment on lui préparait tous ses textes, il avait un prompteur, il ne le regardait jamais, jamais. Il était dans son jus. Il a toujours su comment parler aux enfants et parler de sa passion. Et donc, il se servait de cette émission pour faire de la pub, de son parc et donc il parlait, il a présenté, la maquette, et donc il y avait du suspense, il dévoilait que certaines parties du parc dans un premier temps et donc au prochain épisode, on pouvait accéder à d'autres, endroits du parc. Enfin, il a vraiment fait rêver les gens. Et ça a été un énorme succès puisque le jour, de l'ouverture donc du parc, il y avait des milliers de personnes qui s'étaient ruées pour, vivre l'expérience du parc de Walt Disney et c'était magique. C'était pas parfait parce qu'ils ont eu beaucoup de problèmes techniques, le jour J et d'ailleurs le soir même, enfin la nuit avant l'ouverture, il y avait encore des ouvriers qui bossaient, à peindre des éléments, tout n'était même pas prêt. Je crois même que, fallait faire le choix entre faire des toilettes ou des fontaines à eau. Bah, ils ont dû privilégier, bien sûr les toilettes et donc il y avait pas de fontaine à eau donc vraiment pour vous dire, c'était un gros, gros challenge mais voilà, il avait cette audace et cette, capacité à y aller quoi, à foncer et ça a été vraiment, encore une fois un succès au point de s'essaimer un peu partout, dans le monde et en fait, il il faisait rêver parce qu'il vendait une certaine image, des Américains, celle que les Américains voulaient en fait, celle qu'ils attendaient de l'Amérique et donc ça faisait du bien. Il faut savoir que à la fin de sa vie, il avait un autre projet. Il avait, la volonté de construire une ville, visionnaire, futuristique, ça s'appelait Epcot, pardon. Enfin, c'était impressionnant, comme projet. En gros, hem, il les piétons allaient pouvoir marcher de façon totalement sereine parce que tous les véhicules allaient, rouler en souterrain pour justement protéger. Vous voyez, il y a vraiment ce côté paternel, l'enfant aussi, protéger l'enfant qui est très important pour lui. Donc bien entendu, tout l'aspect business, entreprise, enfin les gens allaient travailler au cœur de la ville et allaient vivre autour en fait, en périphérie. Et l'idée très innovante, hein, qu'il avait, c'était de construire un dôme immense au-dessus de la ville qui allait en fait, gérer le climat. C'est-à-dire qu'en gros, si on veut qu'il pleuve, bah, on appuie sur le bouton, il pleut. Si on veut du soleil, ben, on simule le soleil. Enfin, c'est assez fou quand on y pense. Le projet n'a pas pu être mené, à bien parce que, bah, il est décédé entre-temps et les dirigeants qui ont repris, la direction de Walt Disney n'ont pas, voulu, reprendre et jusqu'au bout, enfin continuer en fait ce projet parce qu'ils sentaient pas que c'était, dans leur mission principale en fait. Mais voilà, c'est pour vous dire à quel point c'était un grand visionnaire, hein, voilà, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Bon, j'ai devancé donc la ville Epcot, et voilà, bah, je vous ai tout dit dessus. Maintenant, Walt Disney aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? On voyait quand même la puissance de la marque de Walt Disney. Il y a vraiment un sens de la stratégie qui est bien pensé, en fait. Je dirais quasiment qu'ils ont le monopole parce qu'ils ils rachètent, ils ont racheté Pixar, ils ont racheté, enfin d'autres encore là dont j'ai plus les noms. Mais c'est impressionnant en fait le mastodonte que ça représente et puis entre les ventes de merchandising dont je vous parlais tout à l'heure, maintenant enfin la moindre poupée, la robe, avec réponse ou je ne sais quoi, enfin voilà, hein, on ne fait que continuer l'œuvre de Walt Disney, hein. Il y a vraiment «rien de nouveau» entre guillemets. Hem, la marque vraiment fait encore son effet, aujourd'hui et beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents montrent des Walt Disney à leurs enfants parce que, bah, la force en fait de Walt Disney, c'est que comme il marque les esprits dans l'enfance, il crée un mythe dans l'esprit des enfants et en grandissant,
le mythe, il reste là et donc on a envie de transmettre des choses de sa propre enfance à ses enfants. Et donc c'est ce qui fait que Walt Disney aussi a autant de succès en fait, hein, et arrive à traverser les âges, entre autres bien entendu. Et il faut savoir que, c'est quand même très fort de la part de Walt Disney parce que pendant très, très, très longtemps, il a réussi à résister aux plateformes telles que Netflix, il y a Amazon aussi qui a développé ça et puis tout le reste, pour ne pas, avoir, accès aux vidéos à la demande, des, dessins animés Walt Disney. Donc ça veut dire qu'il faut acheter le DVD pour pouvoir regarder un Walt Disney ou aller le voir au cinéma. Donc pendant très, très longtemps, il a résisté et je trouvais ça très, enfin c'est quand même un tour de force. Dans le monde dans lequel on vit, faut y aller, quoi. Là, il commence à bouger puisque en France, là je l'ai découvert en vous préparant cette, vidéo. Eh bien, le 7 avril 2020, depuis le 7 avril 2020 en France, donc ça correspond un peu, au confinement, eh bien, on peut, accéder à un service de vidéo à la demande des films de Walt Disney. Ça s'appelle Disney+. C'est vraiment pas cher, hein, c'est, je crois, c'est moins de 7 € par mois, je crois. Et alors tous les opérateurs, de box là, n'ont pas forcément, le partenariat parce que c'est Canal+ qui le détient l'exclusivité aujourd'hui, mais on peut l'avoir, avec le streaming, sur l'ordinateur, on peut passer comme ça. Donc, bah, voilà, là encore, Walt Disney arrive, avant c'était, ils avaient créé leur propre chaîne au temps du câble, hein, vous vous rappelez? Et bien maintenant ils mutent et donc la chaîne je crois n'existe plus, mais par contre ils renforcent leur concentration sur ce service-là pour se mettre, bah, à la page et continuer à tenir bon, quoi. Voilà, vous savez tout de ce que je pouvais vous dire sur Walt Disney et des liens entre le branding, le positionnement de Walt Disney et sa personnalité, sur vraiment ce qui le caractérise, les liens entre les deux et quel message vous transmettre par rapport à ça, c'est de ne pas hésiter, encore une fois, à affirmer votre personnalité et à conjuguer, à faire fondre votre entreprise, votre activité, vos offres avec qui vous êtes en fait. Je vous ai fait déjà une étude de cas sur Steve Jobs, vous pouvez aller la voir d'ailleurs, mais là aussi je vous démontre comment la personnalité de Steve Jobs est diffusée à travers les produits, l'iPhone, hein, le MacBook, enfin les produits d'Apple physiques. Donc bien là c'est pareil, on voit bien qu'il y a une fusion entre la personnalité de Walt Disney et toute son entreprise, tout son univers, enfin vraiment que ce soit dans les ressources humaines, dans les produits, le fonctionnement, la communication, tout. Voilà, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ne serait-ce que pour m'encourager à continuer si ça vous plaît. Moi j'ai beaucoup de plaisir à produire ça, mais ça fait toujours plaisir aussi d'avoir vos retours. Bisous!